Bienvenue à tous. Merci pour votre présence ce soir là pour cette conférence pour la Tanzanie et l'Ouganda. Je vais rapidement me présenter. Moi, c'est Ophélie. Je travaille pour Caravanier depuis quasiment 7 ans maintenant. J'ai choisi cette photo parce que c'est une photo de cet été où j'ai eu la chance de guider pour notre voyage au Kilimandjaro, donc avec entouré de l'équipe, pas que tout le monde là, de l'équipe locale, mais disons des guides avec qui j'étais en Tanzanie. Ouais, gros coup de cœur pour ce voyage. J'ai hâte de vous le présenter. Puis sinon, je m'occupe d'autres destinations chez Caravanier, que ce soit le Maroc, l'Afrique du Sud, c'est ça, la Tanzanie, l'Ouganda, tout comme nos pays, nos destinations, je veux dire, en Himalaya, entre autres l'Inde et le Népal, hein. Voilà, je vous fais une présentation rapide aussi. L'équipe Caravanier, on est quand même une petite, grande équipe, je dirais. On est une petite dizaine de personnes qui travaillent au bureau, puis la plupart des personnes qui travaillent au bureau sont des hybrides, donc autant bureau que terrain à guider. Euh, et à côté de ça, il y a aussi plusieurs guides qui autonomes, je dirais indépendants, qui gravitent autour de Caravanier. Puis certains sont avec nous depuis très 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 longtemps, là, depuis quasiment les débuts, et d'autres qui s'ajoutent aussi dans la gang. Donc, ce qui fait on est quand même une belle équipe, pas trop grande, mais pas trop petite, ce qui nous laisse quand même les moyens de pouvoir encore avoir le plein contrôle sur tout ce qu'on propose, de pouvoir créer puis s'amuser à vraiment avoir euh, toute la création qu'on veut là sur je veux dire, ouais, toute la création qu'on veut sur nos itinéraires. C'est vraiment le fun. Alors voilà pour la présentation rapide de Cara. Puis j'ai pas mentionné aussi, c'est 25 ans quand même qu'on existe au Québec. Alors voilà, quand je parlais des débuts de Caravanier, c'est ça, ça fait 25 ans. Caravanier, oups, là, il y a comme... Ah oui, ok. En... Quand vous voyagez avec Caravanier, vous savez, il y a le volet voyager et agir. Voyager, bon, c'est ce qu'on fait, c'est vous faire voyager, c'est ce que vous faites avant tout. Puis le volet agir est très important pour nous aussi, puis depuis les tout débuts. On s'engage vraiment à agir puisqu'on sait pertinemment que voyager a un impact énorme sur l'environnement. Donc on essaye de le faire de la meilleure des façons en étant le plus conscient possible et surtout en essayant de mettre des actions en place pour être le plus je veux dire, le plus conscient de ce qu'on fait, puis sans trop de dommages. Donc, ça passe par plusieurs, je veux dire, par plusieurs actions. Entre autres planétaires, à chaque fois que vous voyagez avec Caravanier, vous compensez tout votre crédit carbone pour l'aérien. On est en train de mettre en place aussi le volet terrestre, donc c'est à suivre. Ça fait partie des choses qu'on met encore en place parce qu'on c'est continuel, là, on reste pas sur des acquis, on est toujours en train de voir même pour des nouvelles certifications. Donc là, ce qu'on fait, ce qu'on présente aujourd'hui, ça fait juste évoluer aussi avec tout ce qui va venir. Donc compensation carbone, il y a le 1% pour la planète aussi, je veux dire, donc il y a 1% du chiffre d'affaires qui est remis annuellement à l'organisme 1% pour la planète, qui œuvre pour plusieurs causes environnementales. Puis souvent, ce sont des projets qui sont au Québec. Donc, en l'occurrence, l'année passée, on a encouragé plusieurs projets je veux dire, pour protéger la rivière Magpie, en l'occurrence. Euh, Planétaire, je ne l'ai pas dit, mais en général, les projets aussi, l'argent qui est récolté de la compensation va souvent dans des projets soit environnementaux, soit sociaux. Puis la planétaire, dans les derniers projets qu'on a eu les dernières années, c'était d'installer des fours, de distribuer des fours dans plusieurs petits villages isolés du Népal. Donc c'est ça pour le volet planétaire, puis 1% pour la planète, c'est essentiellement des actions au Québec, vraiment reliées à l'environnement.
On applique toujours dans la mesure du possible aussi le principe sans trace. Donc, tous nos guides sont sensibilisés au sans trace. On essaye vraiment de sensibiliser aussi évidemment toutes nos équipes locales à travers le monde en prenant toujours évidemment en considération la réalité du pays puis du terrain. Mais quand même, ça reste vraiment un point essentiel pour nous et on sensibilise aussi évidemment les voyageurs. Donc, ça fait partie euh, ça fait partie de toute la préparation aussi qu'on vous offre et de toute l'expertise que vous allez avoir aussi sur le terrain en étant guidé par les guides caravaniers, que ce soit d'ici ou à destination. Alors, ce soir, on a quand même un gros morceau. Je serais curieuse, je sais plus si on avait les sortes de petits sondages, mais bref, je serais curieuse de savoir la proportion de personnes qui veulent écouter plutôt la Tanzanie versus l'Ouganda. Parce que souvent, la Tanzanie est souvent le gros morceau, puis l'Ouganda un petit peu dans l'ombre de la Tanzanie, mais ça reste deux destinations complètement différentes. Vous pourriez très bien avoir le projet de faire la Tanzanie et vouloir partir en Ouganda plus tard, parce qu'on est vraiment sur deux destinations, deux ambiances, mais vraiment, vraiment complètement différentes, deux défis qui sont pas du tout les mêmes. Donc, je trouve deux très beaux voyages, très complémentaires et pourtant tellement proches géographiquement, mais vraiment avec des environnements très, très différents l'un de l'autre. Donc, je commence avec la Tanzanie, Meru et trois sommets du Kilimandjaro. Je rectifie parce que on fait pas trois sommets, mais on va vraiment passer par les trois sommets du massif du Kilimandjaro, puis je vous en parle sous peu. Alors, rapidement, donc, je vais vous parler du niveau un petit peu au fur et à mesure là, dans la présentation quand je vais vous présenter les différentes ascensions. Mais que ce soit la Tanzanie ou l'Ouganda plus tard, on est vraiment dans des treks qu'on catégorise d'engagés. Donc, c'est un trek. Sur la charte Caravanier, on a 5 niveaux, 5 étant le plus difficile, un le plus facile. Donc, ici, on le code comme un niveau 4. Donc, c'est quand même un voyage engagé. Il y a deux treks, deux randonnées en haute montagne, donc un de 4 jours, un de 7 jours. Le 4 jours, c'est le Meru, le 7 jours, c'est le Kili. Je dirais que la grande difficulté sur ce voyage, c'est l'altitude. C'est vraiment un trek en haute altitude, puis c'est ce qui vient vraiment donner ce voyage toute la dimension de l'engagement vraiment plus avancé, la supérieure à ce voyage-là. On n'est pas dans un voyage technique, donc on n'est pas dans une ascension où on a besoin d'avoir des connaissances en alpinisme. Je veux dire, toute personne bien entraîné, bien préparé, surtout bien préparé, autant physiquement, mentalement, qui sait dans quoi il s'engage, qui fait de la randonnée de façon régulière, qui a l'habitude d'aller camper, bref. C'est un voyage qui peut être accessible. Je vous en reparle plus tard, puis surtout à la fin de la présentation qui lit. Mais on n'est pas dans de l'alpinisme, il n'y a pas de technique à avoir. Ce qu'il faut, c'est une bonne endurance, une bonne préparation physique et mentale. Et c'est ça. Le voyage est vraiment bien pensé pour que l'altitude soit de notre côté. On ne peut pas se préparer à l'altitude avant de partir, donc ça, on s'en fait pas. Mais voilà pour le niveau. Alors rapidement, pour vous situer un petit peu. Donc la Tanzanie, c'est vrai que j'ai pas une carte moins zoomée, mais bref, on situe le Kenya. L'Ouganda est juste au-dessus là avec le lac Victoria. Et donc la capitale, c'est Dodoma de la Tanzanie. Et nous, on va arriver à Arusha. Il y a trois grandes étapes dans ce voyage-là, toutes très différentes et en même temps toutes très complémentaires. On va vraiment rester dans le nord de la Tanzanie, parce que c'est vraiment là où se concentre finalement le plus intéressant. Donc, on va arriver, je veux dire, à Arusha. Notre première portion de voyage va être donc le mont Meru, qui est juste à côté, à peu près à 1h30 d'Arusha. Deuxième partie de voyage, ça va être notre Kilimandjaro, pas très loin, à peu près à 3-4 heures de route. Et ensuite, troisième partie de voyage, on va aller direction le safari. Puis notre premier arrêt va être le Serengeti pour ensuite rejoindre le Ngorongoro avant de repartir à Arusha. Donc, on va vraiment se situer dans cette zone-là pour les trois semaines. Ce qui est assez unique avec ce voyage-là, puis la Tanzanie et surtout la situation géographique, c'est qu'on est vraiment, en fait, le Kilimandjaro, le Mont Meru, c'est comme le prolongement, là, il se situe vraiment sur le prolongement de la vallée du Grand Rift.
qui est un ensemble géologique en fait constitué d'une série de failles tectoniques et de volcans qui ça s'étire vraiment sur toute la longueur de l'Afrique, là, en partant de la Syrie jusqu'au Mozambique. Donc, on est vraiment sur l'axe de la vallée du Grand Rift, ce qui a donné puis créé toute ces différents volcans, le Meru, le Kili, le, le Lengai aussi, c'est un autre volcan qu'il y a dans le parc du Ngorongoro. Bref, c'est une région très volcanique, il y a aussi des grandes plaines. Et d'où le pourquoi c'est très différent de l'Ouganda, parce qu'on n'est pas dans le même massif, c'est pas la même géologie non plus. Donc là, on va vraiment être dans un environnement, comme je disais, mais très volcanique. Donc notre premier chapitre va être le mont Meru, qui va être notre trek donc de mise en jambe, je dirais, avant le Kili. Un beau 4 jours nous attendent, 4 jours, 3 nuits sur le Meru. Là, je vous montre rapidement Momela Gate. Donc, en fait, le mont Meru, il se trouve dans le parc national d'Arusha. Donc, ça, c'est tout le parc national d'Arusha. Il est vraiment tout petit, mais il est vraiment le fun là, pour ceux qui n'ont pas, je veux dire, ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, qui passent par Arusha, ils peuvent aller faire des safaris d'une journée. Là, toute cette partie-là, à droite là, du parc, il y a énormément de faune aussi qu'on peut aller observer ici. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est cette portion ici, à gauche. On voit un peu l'itinéraire qu'on va prendre. Momela Gate, c'est notre porte d'entrée. Je vous montre rapidement sur la carte, puis après je vais rentrer dans le détail. Mais donc, on va vraiment aller monter progressivement pour aller rejoindre Nyeriakamba Hut. Ensuite, Saddle Hut, la deuxième nuit. Ici, on a le petit Meru qu'on va monter en aller-retour. On redort à Saddle Hut. Et ici, on voit, c'est la fameuse crête, pour aller rejoindre le sommet du mont Meru qu'on fait en aller-retour avant de redescendre dormir à Saddle Hut. Et là, on termine et on redescend par un autre chemin qu'à l'aller pour repartir, je veux dire, rejoindre notre porte d'entrée Momela Gate. Donc, on fait vraiment une sorte de, de boucle. En fait, le retour, c'est pas la même, on n'a pas le même chemin à l'aller au retour, ce qui est quand même vraiment le fun. Puis vous allez le voir sur les photos, là, ça donne une ambiance très différente. Pourquoi le Meru? Avant de faire le Kili, en fait, on dissocie pas les deux. Pour nous, c'est super important. Puis en l'ayant encore fait cette année, je l'avais fait déjà il y a quelques années, puis déjà j'avais fait le constat que waouh, c'est vraiment hot l'itinéraire tel qu'on le propose. Puis même plusieurs années après, à chaque fois, je me dis non, je peux être confiante en disant c'est la meilleure façon d'aborder le Kili, c'est aussi de faire le Meru avant. C'est pas pour rien qu'il est là. Oui, il est très beau. Alors, premièrement, la raison pour laquelle on le fait, c'est parce que le Meru, c'est magnifique. En 4 jours seulement, on a une diversité de paysages qui est hallucinante. Les premières journées, là, comme je vous montrais, on est vraiment c'est comme un safari à pied. Donc, on est dans des plaines, on est dans une forêt vraiment pluviale, très dense, très riche, ce qui fait qu'on peut déjà voir des animaux à pied, des buffles, des girafes, des colobes qui sont des sortes de singes blancs, noirs. Donc, exactement le type de forêt qu'on a les premiers jours. Donc, c'est vraiment assez unique, je trouve, comme paysage, là, très tropical, quasiment humide. Là, je veux dire, il va faire chaud là, ces journées-là. Mais puis ça se monte progressivement. On débute à partir de 1500 mètres. Puis la première journée, on va aller atteindre notre refuge à 2500 mètres. Donc, on fait 1000 mètres de dénivelé, mais c'est relativement progressif. C'est une bonne journée, puis ça se fait quand même bien. Là, on voit le type de sentier sur lequel on marche les premiers jours. Donc, c'est assez facile. Mais on monte quand même en altitude assez cette journée-là. Là. Donc, on dort une première nuit à 2500. On a quand même des bons, je veux dire, on a quand même des bons dénivelés. Ce qui fait qu'en peu de temps, on va vraiment changer d'écosystème très rapidement. Donc, la première journée, on arrive à 2005. La deuxième journée, on va monter de 2005 à 3500. Donc, on va voir les paysages commencer à changer, les arbres se faire de plus en plus petits jusqu'à ne plus y en avoir du tout. On va voir vraiment plus de la roche noire, la poussière. Bref, on sent vraiment le changement d'ambiance. Là, on voit complètement qu'on change à partir du jour 2, là, dès qu'on commence à rejoindre 3500 mètres. C'est le type de paysage qu'on va avoir. Là, en arrière, c'est le petit Meru qui est à 3800 mètres. Donc, quand on va arriver à notre refuge à Saddle Hut à 3500, on va aller faire notre petite pointe à 3008 en aller-retour.
c'est pas très long, peut-être 1 heure et demie, 2 heures, ce qui va nous permettre de booster un peu nos globules rouges, puis d'aller nous acclimater avant de redescendre. Donc ce qui est excellent. Du Petit Mérou, on a une belle vue sur l'objectif du lendemain, qui est notre jour 3, qui va être la journée d'ascension finale. On voit le sommet du Mérou tout là-bas. Et en fait, notre jour 3 va vraiment être de passer, de marcher là dans cette montagne-là, puis hop, de marcher sur la crête pour aller rejoindre le sommet. D'ici, ça paraît très très spectaculaire. Le sentier est bien plus, il est plus large que ce qu'on imagine. C'est toujours plus impressionnant en photo qu'en vrai, mais en réalité, ça se fait très bien. Un petit mot sur le type d'hébergement. Sur le Mérou, on n'est pas encore en camping. On dort donc dans des refuges, comme je le disais. Donc 3 nuits en refuge, 1 nuit à 2500 et 2 nuits à 3500, ce qui est parfait pour notre acclimatation. Parce que je le disais, les raisons pour lesquelles on fait le Mérou, c'est parce que c'est beau, premièrement, vraiment très très beau. Et deuxièmement, c'est l'acclimatation qui va vraiment être optimale avant de commencer le Kili. Parce que le fait de dormir déjà à ces altitudes-là, puis de faire notre pointe, le sommet du Mont Mérou, il est à 4566 mètres. Donc, en faisant une pointe à 4500, on vient vraiment mettre toutes les chances de notre côté là, pour débuter le Kili dans de bonnes conditions. Puis je dirais que la troisième raison aussi, c'est que c'est une excellente mise en jambe. C'est vraiment c'est un bon test avant le Kili. On sous-estime le Mérou en se disant c'est une petite marche préparatoire, mais il est certainement plus dur que le Kilimandjaro. La journée d'ascension, je vous en parle juste après, mais elle est costaud, elle se mérite. Donc, l'exemple de petit refuge, puis souvent le Mérou aussi est dans l'ombre du Kili. C'est le grand oublié, c'est le 5e sommet d'Afrique, le 2e de Tanzanie. On l'oublie, tout le monde va au Kili en 7-8 jours. Finalement, il n'y a pas beaucoup de monde sur le Mérou, puis tant mieux pour nous. Donc, on trouve des petits baraquements comme ça, on dort dans des styles de dortoirs. En général, on est souvent 2 par chambre, on pourrait être un peu plus, entre 2 et 4, mais souvent on est 2 parce qu'on a des dortoirs pour nous. Ça reste très chaleureux, on mange toujours à l'intérieur, on a notre équipe avec nous de cuisine. Je vais vous parler de l'équipe locale juste maintenant, disons. Euh, donc, votre équipe locale qui vous accompagne sur ce voyage va être la même, quasiment la même du début à la fin. Donc, vous êtes accompagné toujours par un guide caravanier qui part d'ici, du Québec, qui vous accompagne donc du début à la fin de votre voyage. Sur place, on va retrouver sur le Mérou, étant donné que c'est un plus petit, puis il y a un plus petit trek et qu'il n'y a pas de nuit en camping, l'équipe locale est moins nombreuse sur cette portion-là. Donc, on a quelques guides locaux tanzaniens avec nous qui vont marcher pour le trek du Mérou. On a toujours le même cuisinier qui est avec l'assistant cuisinier qui va être avec nous du début à la fin aussi. Ça ne change pas. Et ensuite, on a une équipe de porteurs. Et sur le Mérou, là, pour vous donner une idée, si on est entre 10-12 voyageurs, il peut y avoir entre 20 et 30 personnes de l'équipe locale, donc porteurs, pour le Mérou. Donc c'est pas si mal. Je vous parle du Kili après, qui est quasiment deux fois plus. Donc là, on arrive à notre fameuse troisième journée pour aller atteindre le sommet du Mérou, donc à 4500 mètres. C'est une journée costaud. Il y a sur les 11 jours de marche au total, donc les 4 sur le Mérou, les 7 sur le Kili, je dirais qu'il y a 4 journées un peu plus exigeantes que les autres. Celle-ci, c'est la première. Parce que c'est une des seules où on va vraiment se réveiller à la noirceur. On va se lever dans la nuit vers 2-3 heures du matin, puis on va commencer à marcher souvent vers 4 heures, 4h30 du matin. Donc, on part à la frontale, on commence à marcher sous les étoiles, ce qui est vraiment toute une expérience aussi. Et on va monter d'à peu près un bon 1000 mètres de dénivelé cette journée-là. L'altitude va se faire ressentir. Elle arrive en début de voyage, donc elle a tendance à se ressentir pas mal. Mais bon, quand on arrive sur cette crête, on est souvent récompensé par la vue qui est vraiment, vraiment, vraiment spectaculaire parce que là, on peut vraiment voir, c'est comme un arche, euh, le cratère là du Mérou. Et ce qui fait qu'on voit vraiment le cône sphérique, le cratère complètement égueulé d'un bord, puis le cône sphérique du Mérou là, à son centre qui est assez spectaculaire. Donc on a cette belle crête qui nous attend. Encore une fois, là, il y a des passages qu'on pense très vertigineux. Pour les personnes qui ont vraiment une tendance à avoir le vertige ou la peur des hauteurs, il y a quand même des passages un peu
un peu, je veux dire, un peu plus vertigineux que les autres. Ça, ici, ce que vous voyez sur la photo, c'est pas le plus vertigineux parce que le sentier est quand même relativement large. Mais il y a des petits moments parfois où on cède un peu des mains. Il y a un petit passage avec des sortes de petites échelles aussi. Donc, c'est pas très long, je dirais, c'est à peu près 400-500 mètres. Ça se fait bien, l'équipe locale est là aussi pour soutenir, donc tout le monde est là pour vraiment faire en sorte que ça reste très très sécuritaire. Mais à prendre en considération pour ceux qui ont peut-être plus de difficultés avec les hauteurs, il y a des petits passages sur cette portion du voyage qui fait que parfois ça peut être un peu plus sensationnel qu'habituellement. Donc là, on voit le type de terrain, là. C'est plus, on n'est pas dans du beau petit sentier bien tapé comme les premiers jours. Là, on est vraiment dans de la roche volcanique jusqu'au sommet. Donc là, on voit l'approche du sommet, ça ressemble souvent à ça, là. C'est vraiment ce type de sentier. On peut aussi très bien marcher dans de la brume, dans le brouillard, sans rien voir. Ça peut arriver. On y va vraiment aux deux meilleures périodes de l'année, que ce soit en janvier, février, qui est considérée la petite saison sèche, et ensuite on y va en juillet, août, qui est la grande saison sèche. Parce qu'en fait, la grande saison sèche s'étend de juin à septembre. La petite saison sèche, souvent, c'est vraiment janvier, février. Je vais vous parler je veux dire, de la différence entre ces deux périodes-là. Il n'y a pas tant de différence sur la montagne. Janvier, février, les paysages vont vraiment être peut-être, ben, je veux dire, on est comme dans une transition, donc peut-être qu'il y a plus de risque d'humidité, c'est peut-être un petit peu moins sec que l'été. Par contre, l'été, c'est un peu plus sec, plus poussiéreux, je veux dire, et un peu plus froid, peut-être, à partir de juillet, août. Donc, c'est ça, ça se balance. C'est peut-être un peu plus instable au niveau météo en janvier, février, et encore, ça reste quand même une bonne période, mais il peut y avoir un peu plus de risque de pluie en janvier. Mais sinon, dans les deux cas, ça reste d'excellentes périodes pour aller marcher. La différence est surtout dans le safari, puis je vous en parle à la fin, mais c'est surtout à ce moment-là qu'on peut noter une différence, en fait, dans le voyage. Les plus belles vues du Kili vont être du Mérou, définitivement. Sur le Kili, on verra rien là. C'est pas de là, c'est pas du Kili qu'on a les plus belles vues, disons, de la montagne. Mais du Mérou, quand c'est dégagé, c'est absolument incroyable. Donc, exemple vraiment de vue qu'on peut avoir au sommet, c'est très spectaculaire. Donc cette troisième journée, c'est une journée qui est longue. On parle d'à peu près 12 heures de marche en moyenne. Donc c'est une belle journée, elle est vraiment costaud. On sous-estime pas cette journée-là parce que c'est vraiment, comme je disais, un bon test avant le Kili. Un bon test aussi par rapport à l'altitude. Donc elle est super importante. Elle n'est pas facile, mais elle est vraiment très importante. La quatrième journée, je me rends compte que j'ai pas mis de photos, mais c'est vraiment de la descente. Là, c'est une grosse descente qu'on a dans les jambes, un bon 6 heures de descente avec à peu près 2000 mètres de redescente. Donc, on retraverse la forêt pluviale comme au début, mais ensuite, on arrive vraiment dans des plaines. Donc là, c'est des belles étendues. Et comme à l'aller, on peut encore voir des girafes si on est chanceux, des buffles. Donc, c'est une sorte de mini occasion de faire un petit safari à pied, sans garantie évidemment de voir des animaux. Mais, euh, mais quand même, on a de bonnes chances. Donc, voilà pour le Mérou. Je regarde rapidement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au Mérou? Non, ça a l'air d'aller. Ok. Alors, ensuite. On dort à Arusha entre chaque étape, ce qui fait qu'on a un hôtel, un hébergement. Quand on arrive avant le Mérou, on fait nos affaires, on peut laisser des choses en consigne à notre hôtel, on part pour 4 jours de trek, on revient dormir à l'hôtel. Donc même chose, s'il y a un peu de lavage à faire, on revient à l'hôtel et ça va être le même hôtel entre le Kili et le Safari. Ce qui fait que c'est un peu notre camp de base à Arusha, on reste toujours au même endroit, c'est super confortable, on est vraiment bien, c'est un petit lodge. Donc on peut aussi laisser des choses en consigne. Nos affaires de safari, on les laisse là, on n'en a pas besoin, on les récupère à la fin. Donc, on revient du Mérou, on se prépare pour le Kili, puis là, on va partir 7 jours sur le Kili. Le Kili, donc c'est un... j'ai la carte qui devrait arriver. Ah, voilà. Donc, massif du Kilimandjaro. C'est vraiment un massif, c'est assez unique le Kilimandjaro parce qu'il se trouve seulement à 300 km en dessous de la ligne d'équateur. C'est un massif
je veux dire, c'est tout seul, il est tout seul en fait, dans ça une montagne qui est seule, pas entourée, d'autres montagnes. À l'époque, en fait, il y a vraiment très, très, très longtemps, il y avait, 3 grands sommets. Maintenant, il en reste, disons plus que 2. Chira s'est effondré. Il faisait partie du volcan, d'un des 3 volcans, aussi. Il s'est effondré depuis, ce qui en fait un plateau, le fameux plateau de Chira par lequel nous on débute. Ensuite, ici, on a le Kibo, donc qui est le sommet principal qu'on va monter, qu'on va gravir. Et plus loin, on a le Mawenzi, qu'on voit aussi très très bien quand on fait le tour du Kili, puis quand on descend, on a une très très belle vue sur le Mawenzi, qui est très technique, qui demande des permis spéciaux qu'on ne peut pas grimper parce que c'est très dangereux. Là, on n'est pas du tout dans la même catégorie d'ascension. Donc, bien choisir sa voie, c'est super important. Le Kili, ça fait partie des 7 plus hautes montagnes de la planète. C'est la plus accessible aussi à toute personne qui veut s'initier à faire un haut sommet en haute altitude. Ce qui fait que ça peut vite être le Far West sur le Kili. Il y a vraiment plein, plein, plein d'agences, énormément de monde. Elle est très populaire. Il y a plus de 60 000 personnes qui grimpent le Kili par année. Euh, Sauf que donc, c'est d'où l'importance de bien choisir sa voie. Si vous êtes intéressé, là, moi, ça me fera plaisir. Même au bureau, on a des cartes. Je peux vraiment vous détailler ça super bien. Et c'est sûr que ce soir, je manque peut-être un peu de temps de vraiment vous parler de chaque voie d'ascension, puis les pour et les contre. Mais en gros, les voies les plus populaires sont celles-ci. On a la Marangou ici en vert, qui fait vraiment un aller-retour. C'est la seule qui fait un aller-retour sur le Kili. Celle-ci est très rapide. Elle commence, c'est ça, à peu près à 1800. Puis donc, le Kili, il est à 5895. Donc, c'est vraiment un aller-retour très rapide et très fréquenté. Sauf que ça, c'était la première voie d'ascension la plus populaire. Entre-temps, il y a la voie Matchamé, qu'on voit partout, qui est devenue vraiment la voie la plus populaire avant la Marangou. La voie Matchamé, elle commence ici. Elle est très belle. On la faisait il y a plus de 10 ans aussi, parce qu'elle était moins fréquentée à ce moment-là. C'était une belle alternative. Sauf que depuis, on a arrêté, mais ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on propose notre itinéraire tel quel, puis parce que vraiment, justement, la voie Matchamé est devenue beaucoup trop fréquentée. Puis donc, l'itinéraire de la voie Matchamé, c'est ici, donc ils passent par Chira, ils descendent ensuite vers le mur de Barranco, que vous avez certainement dû lire, je ne sais pas si vous avez déjà regardé un petit peu ce qui existait. Ensuite, le camp de base principal, c'est Barafou. Donc, c'est énorme, c'est gigantesque, ça peut être des milliers de personnes sur ce campement-là. Et ensuite, l'ascension finale se fait depuis Barafou, ce qui fait qu'en général, c'est une ascension qui va durer à peu près 7 heures de temps en pleine nuit et ensuite redescendre. Donc, c'est des journées facilement de 14 heures et plus. Donc, c'est des gros morceaux. Nous, notre voie qu'on a décidé, qu'on a choisie en fait il y a plusieurs années, elle va vraiment emprunter plusieurs portions de route. On va commencer ici. On débute à 3500 mètres. Sur le plateau de Chira. Donc, on est déjà super bien acclimaté grâce au Mérou avant. Donc, on peut se permettre de commencer un peu plus haut que, par exemple, la voie Matchamé qui commence à 1600. On commence plus haut, on arrive ici, on va dormir à Chira, clac, clac, clac. On arrive ici. Donc là, en général, c'est là où on croise un petit peu plus de monde. Et à partir de là, on va vraiment bifurquer, puis on va prendre la voie nord, la orange, qu'on voit tout en haut ici. Et cette voie-là, il y a encore personne qui la prend. Ou alors vraiment très très peu de monde, là, je dirais pas personne, mais je veux dire, s'il y a un autre groupe avec nous ou deux, c'est assez exceptionnel. Là, il y a vraiment très peu de monde qui va par là. La raison pour laquelle, c'est que en général, c'est plus long. L'approvisionnement en eau est beaucoup plus limité, donc c'est plus difficile. Ça prend des plus grandes équipes. Évidemment, c'est des séjours qui coûtent plus cher parce que ça demande plus de monde dans l'équipe, plus d'ouvrages aussi. C'est un petit peu plus long aussi forcément au niveau de notre itinéraire. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que la plupart des agences s'embêtent pas vraiment, mais tant mieux pour nous parce que ça nous laisse encore tout le loisir d'être d'être seuls sur ce sentier-là. Donc là, on contourne, on vient vraiment sur la jupe du Kili. Et ensuite, on va monter par ici, par School Hut, avant d'aller rejoindre le glacier qui est, là, on voit pas trop le campement, mais il est dans ce coin-là. Et donc, je vous en parle après de l'ascension finale via le glacier. Mais donc, et ensuite, la redescente, c'est la même pour tout le monde. Ça va être la Mueca qui est ici. Donc, même ceux qui font l'ascension via Matchamé, ils descendent aussi par la Rose, la Mueca, comme nous. Donc, on n'a pas le choix, c'est la descente, la porte de descente pour tout le monde. Alors,
En photo, rapidement. Donc, ça, c'est le plateau de Chira. Comme je le disais, on est vraiment sur un plateau à 3 500 mètres. On voit déjà un peu de végétation qu'on a eu un petit peu aussi sur le Mérou. Mais le Mérou a été bien plus exubérant que le Kili, définitivement. Donc, plateau de Chira, c'est vraiment, ouais, on peut voir ce genre de flore aussi. Il y a beaucoup de fleurs aussi d'éternel. Bref, c'est vraiment immortel, je veux dire. C'est vraiment très joli quand même et assez unique. Mais assez rapidement, là, le plateau de Chira, on va y rester seulement les 2 premiers jours. Puis très vite, on va grimper en altitude. Euh, donc là, on voit assez rapidement, c'est vraiment de la roche. C'est très rocailleux. Dépendamment de la météo, bon, on n'a pas encore de neige à ce niveau-là, c'est certain. Mais là, par exemple, c'est le pic Mawenzi qu'on voit au loin. Donc on s'approche tranquillement, comme je disais, c'est en 7 jours au total qu'on est sur la montagne. Sur le Kili, bah, je vous parle de l'équipe locale juste après, mais donc on va avoir vraiment une plus grosse équipe locale parce que là, on va dormir en campement. Donc, petite présentation de la vie sur le campement, puis ouais, la vie sur le campement, puis c'est ce qui fait que vraiment ce voyage, je trouve qu'il prend tout son sens. C'est grâce à ça, en fait. Moi, c'est ce que je préfère, en fait, de ce voyage. C'est pas nécessairement les vues, c'est pas nécessairement le sommet. Je trouve que c'est vraiment le chemin pour y arriver. C'est les gens avec qui on est, c'est la vie sur le campement, la routine qui s'installe. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Donc nos campements, ben, il y a toujours une grande tente messe pour prendre les repas ensemble, mais quand il fait beau, là, comme on a eu cet été, on a eu vraiment un temps exceptionnel, ben, on en profite là dès qu'on peut, on se met dehors, puis on a une super vue. Donc ouais, non, c'est vraiment génial. On a des tentes, 3 places, mais vous êtes toujours deux par tente, là, comme on voit, c'est vraiment les tentes qu'on a. Il y a aussi des tentes toilettes qui sont installées sur les campements. Exemple, là, les tentes messe, que ce soit pour les équipes cuisine, ou par exemple les tentes messes qu'on a. Euh, Au niveau des repas, on mange super bien sur le Kili. Moi, je trouve que pour les conditions là dans lesquelles on est, quand on parle de voyage de haute montagne, avec aucune possibilité de se ravitailler, ou je veux dire, ils n'ont aucun moyen là. Je trouve que c'est vraiment exceptionnel ce qu'ils arrivent à faire. Donc, c'est toujours très varié. En tout cas, le soir et le matin. Je dis pas les lunchs, parfois c'est peut-être un peu redondant, mais bon, on s'adapte. Je veux dire, c'est un voyage de montagne. Mais le soir, ça peut être, ben, c'est ça, des portions il y a des féculents, des pâtes, du riz, des patates, toujours des portions de légumes, des plats en sauce, de la viande aussi. Bref, toujours très variés là. Ils sont vraiment capables de faire des miracles avec pas grand-chose. Le matin, que ce soit des crêpes, du gruyot, des saucisses, toujours des œufs aussi, toujours de la protéine aussi dans les repas, que ce soit le matin, le midi. C'est des petites boîtes à lunch donc que chacun donc sera responsable. Alors, exemple, bah là, on voit Good Luck, notre super cook, accompagné toute son équipe d'assistants et il y a des guides aussi là-dedans, des porteurs. Bref, c'est toujours très chaleureux aussi. Alors, je peux que inviter aussi les voyageurs à aller leur faire un petit coucou. Bah, justement, l'équipe locale, moi je trouve que c'est vraiment la beauté de ce voyage-là. Ça peut paraître toujours un peu kitsch là, mais non, vraiment, je trouve que c'est leur sourire, c'est leur énergie, c'est ce qui nous porte vraiment jusqu'au sommet, parce que sans eux, on serait incapable de faire le voyage dans ces conditions-là. Donc ils sont ultra, ultra importants. Ils ont une énergie incroyable, vraiment. Je trouve que chaque jour là, ils sont vraiment exceptionnels. Donc, on a plus de guides sur le Kili. Donc, en général, sur un groupe de 10-12 voyageurs, on va avoir à peu près 4 guides avec nous locaux, en plus donc du guide caravanier. On a à peu près entre 50 et 60 personnes qui vont nous accompagner en totalité, ce qui fait qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de monde là. On est une belle caravane à avancer sur la montagne tous ensemble. Et quand je vous disais qu'on était tout seul, c'est tout seul mais à 60. Parce que ça fait partie ça fait partie du gros package. Là, on voit par exemple la gestion des bagages avant de partir pour le Kili, parce que c'est vraiment très réglementé, puis on a vraiment un soin particulier. Et je tiens vraiment à préciser qu'on travaille fort là. On devrait, j'espère, je croise les doigts bientôt, parce que tout a été mis sur pause à cause de la Covid.
Mais il y a une très belle association qui existe au Kili, qui est la CAPAP, qui permet en fait de réguler, réglementer surtout les conditions de travail des porteurs. Parce que encore aujourd'hui, il y a malheureusement des agences qui en profitent. Puis quand on voit un prix pas cher pour le Kili, souvent c'est parce que ça vient couper à quelque part. Puis malheureusement, ça vient couper dans les conditions des porteurs, que ce soit les salaires, que ce soit même les repas, que ce soit l'équipement. Donc, bref, c'est très important de bien se renseigner. Puis donc, en l'occurrence, la CAPAP, c'est les plus hauts standards possibles. Même, ils encouragent même plus. Mais c'est vraiment les hauts standards. Puis quand on est certifié CAPAP, c'était vraiment un gage de sérieux, de qualité. Et donc, on devrait avoir notre certification pour 2025, mais c'est en cours, puis ça fait déjà, nous, plusieurs années qu'on s'est vraiment calé sur les recommandations de la CAPAP en termes de salaire et de conditions. Là, c'est pas nouveau à cette année, ça fait vraiment déjà plusieurs années qu'on applique les mêmes conditions recommandées, mais là, cette année, on est vraiment en procédure pour avoir officiellement notre certification. Euh, donc voilà. Donc le voyage au Kili, donc c'est ça, c'est vraiment des porteurs qui vont porter toute la logistique. Ils portent tout, les tentes, la nourriture, l'eau, bref, vos sacs, sauf votre sac à dos. Donc la journée, vous portez que votre sac à dos de jour. Je veux dire 8 kilos là, entre 30 et 40 litres. 40 litres, c'est suffisant. Puis le reste, c'est donc 12 kilos dans un sac souple. Puis c'est ça qui va aller, dont les porteurs prennent soin. Beau temps, mauvais temps, ça chante, ça danse. Comme je disais, il y a une énergie folle sur les campements à l'arrivée, même la journée, ils nous croisent, ils chantent encore. Pourtant, même pour eux, ça peut être difficile. Ils sont pas toujours nécessairement acclimatés aussi. Donc, c'est aussi tout un défi pour certains, mais quand même s'ils le font 20 fois dans l'année, ils sont vraiment très, 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 très forts. Puis, envoyer notre équipe de guides. Le genre de festivité qu'on peut avoir en fin de trek, évidemment, là, c'est toujours une belle grande fête. Vous allez apprendre les chansons par cœur. Je sais très bien que vous allez sûrement les regarder, les entendre, les écouter avant de partir, mais la musique, là, fait vraiment partie du quotidien. On chante, puis on s'étonne nous-mêmes à chanter à la fin, à fredonner tous les airs, puis les connaître finalement par cœur. Donc oui, belle grande équipe avec qui on travaille depuis, ça fait plus de 15 ans maintenant qu'on travaille avec eux. Donc on les connaît très bien. C'est vraiment le fun parce qu'on a toujours la même équipe. On reconnaît même les porteurs, là, c'est vraiment des habitués. Donc c'est vraiment, on a l'impression de retrouver des amis à chaque fois qu'on y va. Donc tout ça pour arriver finalement, je dirais que en plus de passer par la voie nord, qui est vraiment une grande différence dans notre voyage, mais le fait de dormir dans le cratère, c'est vraiment une grosse différence aussi. Notre dernier campement avant l'ascension, donc il est à 5700 mètres, et ce qui nous permet vraiment de faire une ascension finale en 2 heures de temps. Je vous ai pas parlé de toutes les journées. Tantôt, je vous disais, là, il y a 4 journées très exigeantes. Bon, je ne vous les ai pas toutes détaillées, mais dites-vous que sur les 11, il y en a 4 exigeantes. Celle-ci en est une. Pour rejoindre le cratère, c'est une longue journée, parce que nécessairement, là, on rentre vraiment dans la catégorie très haute altitude. Le rythme de marche est volontairement très lent. Donc, on s'inquiète pas pour ça. On n'est pas à courir sur les sentiers. Là, c'est très, très lent. Pôle épaulé, on va vous le répéter plusieurs dizaines de fois dans la journée, mais on y va très lentement. On s'hydrate énormément. Il y a plein de clés pour s'acclimater. On vous en reparle aussi dans votre guide de préparation, mais bref, on s'inquiète pas avec l'altitude avant, c'est sur place, donc ça fait partie de le rythme de marche, bien penser un itinéraire, y aller progressivement, boire beaucoup d'eau, s'hydrater énormément, bref, tout ça fait partie vraiment de votre acclimatation. Puis votre guide est là, tout le monde est là vraiment pour vous le rappeler, pour vous rappeler vraiment toutes les consignes, puis les conseils pour mettre toutes les chances de son côté. Donc quand on arrive sur le cratère, là, vous voyez une image avant, il pouvait aussi être sous la neige, dans le brouillard, comme on peut, encore une fois, comme cet été-là, être vraiment sous un soleil de plomb. On arrive aux neiges éternelles qu'on trouve au sommet du Kili. On rejoint le cratère. Donc là, on est dans le campement du cratère. On voit les glaciers, on est vraiment au pied des glaciers. C'est assez spectaculaire. Puis on sait, là, c'est vraiment les derniers glaciers du Kili, ils fondent à vue d'œil.
Ils étaient plus censés exister en 2030. Là, maintenant, c'est rendu 2050. Donc, bref, ils font la vue d'œil. Moi, je voyais encore des images de nos voyageurs d'il y a plus de 10 ans. Puis c'est évident là que ces glaciers-là, malheureusement, sont voués à disparaître beaucoup trop rapidement. Alors, bon, on se sent encore très chanceux de pouvoir les observer de si près quand on est sur ces campements-là. Donc, dormir à 5 700 mètres, on se le permet dans notre itinéraire parce qu'on a fait le Mérou avant et donc on a eu plusieurs journées en altitude avant d'arriver à cette altitude-là pour dormir. Sinon, on le ferait pas. Ça serait absolument pas sécuritaire de dormir là-haut sans avoir eu toutes ces journées d'avance. Mais avec l'itinéraire qu'on propose, on peut se permettre de le faire. Et surtout, ben, on voit là, le petit sentier qui nous attend. C'est le sentier du lendemain pour aller atteindre le sommet. On est à peu près à 200 mètres de dénivelé là, pour atteindre le sommet, à peu près 2 heures de marche. Donc, ça se fait relativement bien, puis ça fait vraiment toute une différence d'arriver dans ces conditions plutôt que d'avoir marché pendant 7 8 heures comme ça en pleine nuit. C'est tout un défi. C'est sûr que dormir à 5 700 mètres, ah là on voit le glacier était immense, ça c'était il y a vraiment plusieurs années. Il est malheureusement plus aussi gros. Franchement, j'ai une photo là, ouais. Ça c'est d'autres portions du glacier. Donc dormir à 5700, c'est sûr que ce sera pas la meilleure nuit de votre vie. Et encore une fois, ça dépend des personnes, parce que chaque personne est différente face à l'altitude et aux symptômes reliés à l'altitude. Donc, euh, donc c'est ça, mais quand même, à 5 700 mètres, c'est normal. Là, on ressent les effets de l'altitude, que ce soit l'essoufflement, peut-être un peu d'insomnie, des maux de tête, bref, tout ça arrive. Sachez quand même qu'on a toujours tout l'équipement de sécurité avec nous, que ce soit les bouteilles d'oxygène, qui sont hyperbares. Bref, ça fait partie de l'équipement de sécurité. Puis tous les voyageurs ont évidemment une petite trousse de premiers soins avec incluant la médication nécessaire pour le mal aigu des montagnes. Donc, ascension finale, on part en général à la noirceur, même chose que pour le Mérou, à peu près vers 4 heures du matin, on va commencer à marcher, ce qui fait qu'on va arriver en haut au lever du soleil. Puis, on essaye d'arriver aussi avant tous les autres personnes qui terminent leur ascension. Donc, ça aussi, ça fait une différence. C'est qu'en seulement 2 heures de marche, ben, en général, quand on arrive en haut, on a toujours le sourire. Et on arrive vraiment je veux dire, par une crête que personne ne voit jamais, parce qu'on arrive en arrière de la pancarte. On n'arrive pas du tout par le même chemin que tous les autres groupes. Et ça, c'est vraiment, vraiment flyé. Moi, je trouve, c'est incroyable. On arrive, on est tout seul, en fait, sur le sommet du Kili. Là, on voit, typiquement, quand on a monté le dernier raidillon, on arrive sur cette fameuse crête, puis là, on voit au loin la pancarte. Donc, on arrive par en arrière. Et forcément, bah, toute la fierté d'arriver en haut. Puis on peut voir encore observer les derniers glaciers. S'ensuit une longue descente. On a eu une journée et demie de descente. Donc après avoir grimpé nos 2 heures, ben, on s'attend à descendre 6 bonnes heures. Puis là, on a la même chose, un bon 2000-2500 mètres dans les jambes. Donc c'est quand même des journées exigeantes. Ça peut être dur sur les genoux. C'est quand même long. On a la fatigue, on a eu l'altitude. Bref, ça se peut qu'on n'ait pas dormi beaucoup. Mais quand même, aussitôt qu'on redescend, là, on retrouve de l'oxygène, ça va mieux, tout le monde est content, là, ça se passe super bien. Donc oui, c'est une grosse journée, mais en général, on est bien content de retrouver notre dernier campement. Donc là, on voit le pic Mawenzi au loin d'ailleurs quand on redescend. Et la dernière journée, on va vraiment retrouver la forêt. Vraiment cette forêt primaire là qu'on voit ici, pluviale. Donc même type un peu, même essence qu'on a pu retrouver sur le Mérou. Donc voilà pour la dernière portion du Kili. Et c'est ce qui termine nos 7 jours. Ok, je regarde un petit peu l'heure. C'est pas si mal. Bon. Ok, donc la dernière portion, ça va être le safari. Donc là, c'est la récompense. C'est les vacances, les vraies, qui commencent. On a prévu 4 jours, 3 nuits donc, pour le safari. Et on le voit sur la carte, là, on était donc le Arusha Montmérou, il est là, Kili, il est là. Puis là, on part direction Serengeti, qui est vraiment immense, plus de 20 000 km², qui s'étend vraiment des plaines. En fait, Serengeti, ça veut dire plaine infinie.
Donc ça s'étend, jusqu'au Kenya, là, c'est vraiment gigantesque et le Ngorongoro, en fait, qui est un ancien cratère, qui s'est complètement effondré, qui a laissé place donc à une caldeira qui est absolument extraordinaire. Définitivement les 2 plus beaux parcs du nord tanzanien. S'il y a bien des parcs à voir une fois dans sa vie, c'est vraiment ceux-là, là, pour un safari. Donc on va se concentrer sur ces parcs-là. Comme je vous le disais, il y avait 2 saisons. La différence vraiment entre les 2, entre l'hiver et l'été, je dirais, donc ça se joue surtout dans le Serengeti. En janvier-février, c'est le début de la grande migration. Donc il va y avoir une plus grande concentration de gnous, de zèbres et d'antilopes. Les autres animaux, là, ça va être la même chose. Et c'est vraiment les gnous, zèbres, antilopes, il va y en avoir énormément dans le Serengeti en janvier-février, parce qu'après ça, ils vont partir un peu plus vers le nord, vers Masai Mara, pour aller suivre le cycle des pluies et donc chercher de la nourriture et de l'eau, etc. Donc ils vont vraiment être en quantité. Puis fin janvier, début février, c'est aussi la période des naissances. Donc il y en a vraiment beaucoup, beaucoup à cette période de l'année. Puis comme on voit là, ça, ces photos-là, je les avais prises en janvier, février, les paysages sont très verts parce que justement, c'est une petite saison de sèche, ce qui fait que les sols sont encore assez humides. Donc ça peut être très verdoyant. Alors que l'été, on va vraiment être dans des paysages comme ça, très jaunes, très secs. On voit quand même des zèbres, des antilopes, etc., mais en moins grand nombre dans le Serengeti. Je parlerai du Ngorongoro après, mais Serengeti, ce sera beaucoup plus sec. On dort en campement. On est vraiment dans du camping sauvage pour nos 3 nuits en safari. C'est la meilleure des formules. Vraiment, c'est toute une expérience moi, qui me reste marquée à chaque fois. Parce qu'on n'est vraiment pas dans des campings sécurisés. Là, on est vraiment dans du camping sauvage en plein milieu de la savane. Donc, on est au cœur de l'action. Là, on voit. Oups, est-ce que je l'ai. Ah, oups, ah, je suis allée trop vite. Exemple, les tentes dômes vraiment de type safari qu'on a pour nos campements. Euh, donc la nuit, vraiment, là, je veux dire, c'est trippant, là. On entend les hyènes, on peut entendre des lions au loin. On entend vraiment toutes sortes de bruits. Évidemment qu'il y a des consignes de sécurité qui sont données, mais c'est vraiment, ouais, c'est le type d'expérience qu'on a, puis c'est hallucinant, là. Vous vous rappellerez du cri de la hyène, du bruit de la hyène, en tout cas, toute votre vie après ça. Euh, Quand il fait beau, quand il fait beau, c'est rare qu'il fasse pas beau dans le Serengeti pour vrai, là, mais donc on en profite aussi pour aller faire des bons petits repas comme ça en extérieur. Donc safari, on va vraiment faire des game drives, des sorties souvent tôt le matin, puis en fin d'après-midi, milieu d'après-midi, fin d'après-midi, parce que c'est vraiment là, à ce moment-là, que les animaux sont les plus actifs. On pourrait voir des épisodes de chasse là, comme ici, une lionne en action. Mais donc, c'est vraiment des jeeps très classiques là, avec le toit qui se surélève. En général, on est 6 par jeep. Donc voilà. Puis, on ne marche plus à ce moment-là. On se laisse porter en safari. Ensuite, ça va être donc 2 nuits dans le Serengeti au même endroit, puis on va vraiment aller se balader, puis faire donc nos sorties en jeep dans le Serengeti avant de rejoindre le Ngorongoro. Donc là, c'est le Ngorongoro. Il y a 2 millions d'années, c'était un volcan qui était encore bien plus haut que le Kilimandjaro. Tout s'est effondré, c'est devenu une caldeira qui fait à peu près 20 kilomètres de diamètre. Et c'est en fait comme une arche de Noé. Il y a comme un microclimat qui fait que les conditions sont idéales à l'année. Les animaux partent pas, ils sont bien toute l'année dans ce cratère-là. Donc, s'il y a des animaux qu'on voit pas dans le Serengeti, on les verra très certainement dans le Ngorongoro. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment très très beau. Il y a vraiment une. Là, c'était très vert encore une fois. C'était vraiment plus en janvier-février, alors que l'été c'est un peu plus sec. Notre campement dans le Ngorongoro, ben, on n'est pas dans le cratère parce qu'on peut pas dormir dans le cratère, mais on dort vraiment aux abords. Puis aux abords, on est à peu près entre 2005 et 2800 mètres d'altitude. Et ce qui nous permet dès le lendemain matin d'arriver dès les premiers rayons de soleil. Là, puis c'est le meilleur moment là, quand c'est très matinal comme ça pour aller se balader dans le Ngorongoro. Donc là, on voit le type de jeep ici. Vraiment une flore qui est incroyable, des beaux oiseaux dans le Ngorongoro. C'est pas un oiseau, mais je pensais que j'avais une image qui allait fitter. En tout cas, on voit vraiment, ouais, il y a vraiment des très belles. Pour les amateurs en photographie, là, vous pouvez vraiment prendre de très très beaux clichés en safari, ça c'est évident. Voilà, je vous ai mis un petit panel, le rhinocéros noir qu'on peut croiser, très rare encore malheureusement,
mais qu'on peut croiser à l'occasion dans le Ngorongoro. Quand je vous parlais de beaux oiseaux, là, on a vraiment, ouais, on a vraiment des beaux à observer. Alors voilà. Ah, celui-là, c'est mon préféré. J'ai fait le tour pour la Tanzanie. Euh, Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, je pense pas. Prochain départ, 2025, janvier complet, 30 janvier. Je suis vraiment en train de le confirmer. Là, j'ai 6 personnes inscrites, donc on confirme, on y va. Il reste de la place. On va jusqu'à 12 personnes sur nos voyages. Puis le départ de juillet prochain est déjà en train de se confirmer aussi. J'ai 6 personnes en cours de confirmation. Donc c'est ça, ça se remplit. C'est vraiment un super voyage. J'ai à peine rentré qu'il me tardait déjà d'y retourner. Je peux que vous conseiller de vraiment bien choisir votre voie. N'hésitez pas bref, si vous avez des questions, plus de détails, vraiment, ça me fera plaisir. Puis ben là, c'est le moment. Je regarde justement s'il y a des questions pour la Tanzanie ou si ça va. Ça a l'air d'aller. Je vois pas de questions. Dans le chat, non. Ok. Bon, alors, ensuite, ça sera pas long, je me réorganise. Bon, voilà. L'Ouganda va être notre deuxième voyage donc de la soirée. On change complètement d'ambiance pour l'Ouganda. On est un petit peu plus haut, mais on est toujours dans l'Afrique de l'Est. On reste dans la même région du monde avec une culture relativement similaire, une langue aussi assez semblable. Je veux dire, culturellement parlant, c'est très similaire. Mais au niveau de la géographie, c'est complètement différent. Et de l'ambiance, et le niveau aussi, je vous en parle juste après, est un niveau aussi très engagé, l'Ouganda, mais pour d'autres raisons que pour le Kili. Donc là, l'Ouganda, bon, ben, c'est ça. Tanzanie, on était là tantôt. Lac Victoria, il est là, il coupe en deux. Ouganda, donc on va arriver à Entebbe plutôt qu'à Kampala, qui est vraiment la capitale. Donc on arrive à Entebbe parce que l'aéroport est vraiment international est là. Il va y avoir quatre grandes étapes dans ce voyage-là. Donc la première va être la région d'Entebbe. Ensuite, on va aller du côté de Kibale pour l'observation des chimpanzés. Les Rwenzori se trouvent ici, à la frontière avec le Congo. Là, on est vraiment dans ce massif ici qui est juste là. Donc là, on est vraiment... c'est- on n'est pas dans un massif volcanique comme le Kili, avec vraiment des grands volcans, des grandes plaines. Là, on est vraiment plus dans un massif de montagnes avec plusieurs pics, plusieurs sommets. euh, un massif qui est plus grand aussi. Et ensuite, on termine notre troisième étape du côté de Bwindi pour l'observation des grands primates, des gorilles. Donc voilà. En repartant, on va aller aussi au parc national du Mburo. On fait un petit arrêt sur la route. On n'y reste pas très longtemps, mais quand même, ça nous permet de couper la route puis de venir compléter ça aussi. Donc, ce voyage-là, euh, oui, le trek est exigeant. C'est vraiment un voyage de trek. On a 9 jours de marche. Ils sont vraiment, c'est vraiment spectaculaire comme trek. Mais c'est aussi, je dirais que l'esprit du voyage, l'accent vient vraiment aussi donner pour tous les amoureux de la faune ou de la flore. Il y a vraiment une beauté spectaculaire. Là, l'observation des animaux est vraiment aussi l'emphase de ce voyage-là. Donc, il y a vraiment l'esprit trek montagne, mais l'esprit observation animalière aussi qui est très présente et quand même assez unique là pour ce voyage-là. On est dans un voyage engagé, également de niveau 4, comme pour la Tanzanie. L'altitude est moins un facteur, mais quand même, on va monter jusqu'à 4500 mètres à peu près. Donc, c'est sûr que l'altitude, on y va aussi progressivement. L'itinéraire, on l'a retravaillé un petit peu. On a eu un groupe cette année, en 2020, janvier 2024, qui sont partis. 2025, on n'aura pas de départ, ça va être en 2026. C'est pas un voyage qui part à chaque année, donc là on a vraiment voulu se donner toutes les chances pour le retravailler après notre retour cette année. Donc on ira en janvier 2026, mais de toute façon c'est un voyage qui se prépare quand même longtemps d'avance, donc la date est déjà en ligne. Là la difficulté de ce voyage va surtout être pour la portion trek, donc dans les Rwenzori, va surtout être
quant au type de terrain, en fait. Le type de terrain qui est vraiment très accidentel, on n'est pas dans du sentier, du beau petit sentier bien tracé tout le long. Va falloir vraiment avoir un bel esprit d'adaptation sur ce trek-là parce que les conditions sont pas les plus faciles, disons. Donc c'est vraiment la difficulté. Mais je vous en parle dans la portion trek. Donc on arrive, NTB. NTB, on a vraiment décidé de s'installer ici pour nos 2 premières nuits, pour vraiment prendre ça plus relax que Kampala, qui est la capitale. NTB, c'est plus calme, on est vraiment sur les bords du lac Victoria. C'est quand même assez charmant. Il y a un petit côté, bah, ça dépend où on va là, mais c'est pas vraiment balnéaire non plus là. On n'est pas dans cette ambiance-là, mais ça reste qu'il y a énormément de petits bateaux de pêcheurs. On peut aller observer ça. On fait une petite excursion en bateau aussi pour aller essayer d'observer un peu de faune. Donc, ouais, très très sympathique de rester à NTB pour vraiment se poser en arrivant, puis avant de partir pour Kibale. On est dans un climat, je vais le répéter un peu là, mais en Ouganda, on est vraiment dans un climat très très humide. On est vraiment juste en dessous de la ligne d'équateur, ce qui fait que ça donne des forêts, mais des paysages exubérants complètement en Ouganda. Là, on est vraiment dans une ambiance assez hallucinante. Là, c'est vert, vert, vert. On passe par plusieurs types de forêts. Ça grouille de partout. C'est vraiment un voyage où tous les sens sont en action, que ce soit visuel, l'ouïe, bref, sonore. Ça vient vraiment éveiller tous ces sens-là. Donc, notre première partie de voyage, on va aller rejoindre le parc de Kibale pour avoir notre premier contact avec les chimpanzés. Cette expérience-là, puis au même titre que pour les gorilles, c'est très codé, c'est très réglementé. Je veux dire, ça prend, puis c'est aussi pour la raison pour laquelle ce voyage-là, on doit s'y prendre très en avance. C'est parce que ça prend vraiment des permis, c'est super réglementé pour pouvoir y aller. On fait vraiment une sorte de track là pour aller chercher les animaux. Là, c'est pas comme dans un zoo où on est sûr d'aller les voir. On n'est pas sûr d'aller les voir. Donc, quand on arrive à Kibale, on est accompagné par un ranger. Puis, on va vraiment marcher dans la forêt. On sait pas combien de temps, jusqu'à ce qu'on croise un clan, une famille, pour aller chercher les chimpanzés. Donc, puis souvent, on va partir très tôt le matin à la noirceur, ce qui fait que, encore une fois, on entend plus que ce qu'on voit. Et ça peut être vraiment toute une expérience assez hallucinante. Quand on les croise, ben, il y a plein il y a plein de, je veux dire, que, mince, j'ai comme 2 idées en même temps dans ma tête. Quand on les voit, il va y avoir plein de règles à respecter, disons, au même titre que pour les gorilles. C'est sûr qu'on se veut être le plus discret possible. On fait attention évidemment qu'il y a une distance, mais bon, parfois on peut pas contrôler leur curiosité non plus. Souvent, les chimpanzés vont être un peu plus peureux que les gorilles. Donc, c'est rare qu'ils viennent vraiment nous chercher, venir nous voir. Parfois, ils vont surtout peut-être plus partir ou, bref, moins être dans cette curiosité-là. Mais encore une fois, c'est très aléatoire. Euh, donc là, la règle d'or, c'est que silence, silence, il faut que ce soit calme. On fait attention, on bouge pas, on les regarde pas dans les yeux. On peut aussi se mettre parfois juste accroupi. Euh, Bref, il y a plein de consignes qui peuvent être données à ce moment-là, mais ça vient vraiment juste permettre cette expérience-là qui est juste unique de pouvoir les approcher d'aussi près puis de les observer dans leur habitat naturel. Donc ouais, on a la chance de pouvoir faire cette journée d'observation avec les chimpanzés pour vraiment découvrir cette société très complexe. C'est vraiment assez, ouais, d'être accompagné aussi par un ranger qui est expert là de cette forêt et de toutes les autres faunes qu'on peut croiser, mais expert de cette région-là et donc des chimpanzés là, c'est vraiment beaucoup beaucoup d'informations très 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 pertinentes et intéressantes. Faut avoir une certaine aisance aussi quand même. Si vous n'aimez pas trop les bibites là, puis les insectes, c'est peut-être pas le super voyage pour vous. Parce que quand on est en mode observation comme ça, que ce soit les chimpanzés ou les gorilles, ben faut être prêt à avoir un sang-froid puis un calme olympien. Oui, ça se peut qu'on se fasse grimper dessus par des petites fourmis rouges, des araignées, des petites bestioles qui viennent nous embêter. Et c'est pas le moment de paniquer puis de commencer à faire des grands gestes. Donc il faut avoir
une certaine sérénité, à l'approche, des petits insectes qui pourraient nous chatouiller, pendant notre observation. C'est super important de suivre bah, d'avoir cette retenue-là, en tout cas, quand on est avec eux. Sans transition aucune, je vois sur mon diapo, mais on arrive du côté des Rwenzori pour la portion de notre trek. Donc après avoir fait notre première immersion à Kibale, départ donc pour aller rejoindre notre équipe locale. Les Rwenzori, donc on va le faire en 9. Là, on voit au loin le massif des Rwenzori, donc les montagnes de la Lune aussi qu'on appelle souvent. Avec un climat vraiment très particulier. Là, on peut avoir à peu près tout type de météo dans les Rwenzori, de la brume, de la pluie, du vent, de la neige. Il peut faire très beau aussi. Donc, être prêt un peu à tout dans ce massif-là, mais c'est ce qui vient vraiment créer cette beauté-là, unique en termes de paysage et ce côté vraiment très mystique qu'on peut retrouver dans les Rwenzori, qu'on retrouve très rarement ailleurs d'ailleurs dans le monde. Yes, je vois que ma carte en grand, en fait, elle a pas rendu super bien. Bon, vous voyez l'idée. On fait le circuit nord des Rwenzori, donc c'est comme une boucle. On revient pas sur nos pas. On va vraiment faire une boucle comme ça pour aller revenir ensuite à notre point principal. Euh, on fait pas dans notre voyage, on a décidé de pas faire, mais en fait, il y a quelques années, on le faisait, mais le pic Stanley, qui est à 5100 et quelques mètres d'altitude, malheureusement, on l'a pas, on a décidé de pas le proposer cette année, surtout pour des raisons de sécurité, parce qu'en fait, c'est vraiment plus technique. Là, on parle pas d'ascension comme du Kilimandjaro. Là, on parle vraiment d'ascension avec notion d'alpinisme, encordé, piolet, crampons, etc. Donc, on n'avait pas décidé de le faire, puis vraiment de rester dans le thème de la grande randonnée plutôt que de l'alpinisme. Mais de toute façon, malheureusement, à partir de cette année, ils ont décidé d'arrêter les ascensions aussi parce que ça devenait trop dangereux. Le glacier est en train de fondre, ça bouge, ça devient plus sécuritaire pour faire l'ascension du pic. Donc bon, en tout cas, jusqu'à nouvel ordre, pour l'instant, c'est plus possible de le faire. Mais ça reste qu'on a des vues quand même spectaculaires de toute façon, sans faire le sommet à travers cet itinéraire. Donc ça reste vraiment incroyable. Puis on reste vraiment dans une ambiance de grand trek, de boucle, d'une sorte de traversée là du massif. Donc, on est accompagné, les Rwenzori, par donc quelques guides aussi locaux anglophones qui nous accompagnent pendant la marche. On a aussi une petite équipe de porteurs, mais une vingtaine de porteurs quand même avec nous, moins grande que sur le Kili. Mais quand même, ça fait une petite caravane aussi avec nous sur les Rwenzori, en sachant que les Rwenzori sont bien moins fréquentés. L'Ouganda même est bien moins populaire que la Tanzanie pour plein de raisons. Entre autres, surtout bah, économique, tu sais, le fait qu'il y ait beaucoup de permis dans les parcs qui coûtent quand même relativement cher, ça vient forcément limiter quelque part le tourisme de masse. Donc, il y a très peu de tourisme encore, puis encore moins dans les Rwenzori. Donc, il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de grandes agences qui proposent ces treks-là. Puis on croise pas vraiment pas beaucoup de monde. C'est très limitatif, même pour les refuges dans lesquels on dort. C'est très limité, ce qui fait on n'est jamais plus de 20 là sur les campements. Ça fait vraiment ouais, partie de l'expérience. On voit tout à fait le type d'ambiance qu'on a dans les Rwenzori. Donc, on part vraiment, on va traverser plusieurs écosystèmes. C'est complètement flyé parce qu'on est entre 2000 mètres et 4500 mètres. À 2000 mètres, ben, on va partir de forêt équatoriale, puis à 4500 mètres, on va être en haute montagne, un paysage vraiment alpin. Donc, puis avec vraiment en s'approchant presque de glacier, donc on est vraiment dans deux univers complètement différents. Ça va être important aussi d'avoir une bonne palette diverse dans sa liste d'équipements, parce qu'il faut vraiment être prêt un petit peu à tout. Quand on est à 2000-2500 mètres, bon, bah, il va faire chaud, c'est humide. C'est un des seuls treks, bah, en tout cas chez Caravani, c'est le seul trek qu'on fait en bottes de pluie. On le voit plus tard, je pense que j'ai une autre photo comme ça. Mais c'est exactement le type de sentier qu'on peut voir là, comme je le disais. On est dans une forêt humide, pluviale, tropicale. Donc ça peut être on est dans la boîte, là. Clairement, on s'attend à marcher dans de la boue tout au long de notre trek. Donc c'est d'où la difficulté finalement quand on parlait de niveau 4, de niveau engagé, c'est le niveau d'engagement. C'est qu'on marche vraiment dans de la boue. Les sentiers sont pas nécessairement bien tracés. Parfois, ça peut être super sauvage.
On a parfois des petites échelles, des petits escaliers, bref, des tas de roches à monter, à descendre, ça peut glisser. Si en plus de ça, la météo est pas de notre bord, bref, je vous laisse imaginer ce qui peut rendre vraiment le voyage plus exigeant. Mais en même temps, ben, c'est ça, ça se mérite pour avoir des vues comme ça, puis accéder à ces pays-là, ces paysages-là, c'est vraiment wow. Là, c'est parmi les plus beaux là, qu'on puisse trouver dans cette région du monde, là, ça c'est clair. C'est une vraie aventure ce voyage. Je dirais que si je le compare à la Tanzanie, là, la Tanzanie, c'est une aventure en soi. Là, l'ascension d'un sommet, c'est une vraie aventure. Mais ce voyage-là, il prend vraiment tout son sens dans le mot aventure parce que je- je- chaque journée est vraiment différente, puis on ne sait pas nécessairement à quoi s'attendre. Il faut vraiment avoir un bel esprit d'adaptation là, dans ce voyage-là, définitivement. Si on cherche à sortir de sa zone de confort, là, l'Ouganda peut vraiment faire partie des gagnants, ça c'est sûr. Là, on voit les paysages qui commencent à changer. Plus on monte, un peu comme le Kili qu'on voyait tantôt là, sur le Mérou, par exemple, ou sur le Kili, on voit que les paysages, les arbres se font de plus en plus petits, voire quasiment inexistants. Là, on a encore une bonne idée du type de terrain qu'on a. Les hébergements dans les Rwandori sont super rudimentaires. Ça reste des petits refuges comme ça, des sortes de petits baraquements qu'on trouve. Donc on le voit, là, c'est super limité. Ce qui fait qu'il y a vraiment pas grand monde là-dedans. C'est que des dortoirs. Donc si vous n'avez pas, si vous avez besoin de votre intimité et que la proximité avec les autres voyageurs n'est pas trop votre truc, bon, ça sera peut-être pas le voyage idéal, mais sinon, ben, il y a un côté quand même très chaleureux. Il y a toujours une belle ambiance qui se dégage de ces endroits-là, donc ça reste quand même une très belle expérience à vivre. Mais il faut être prêt justement à dormir dans de la simplicité, parce que c'est vraiment le mot. On est vraiment dans c'est ça, des petits refuges où c'est des petits dortoirs comme ça qu'on partage tous ensemble. Donc ouais, quand on est dit voyageur, ben, c'est ça, ça reste proche. On voit le type aussi d'environnement là, plus on monte en montagne, on se rapproche des glaciers, on voit les neiges éternelles là-haut. Euh, Autour de 4000 mètres, là, c'est vraiment, on rentre en haute altitude. On réajuste aussi notre équipement à ce moment-là, c'est évident là, et on a des listes de matériel qui sont vraiment très détaillées pour ce voyage-là, pour ces voyages-là. Est-ce que, ah non, c'est ça. Attendez. On fait l'ascension du Waistman Peak, qui est à 4600 mètres, ce qui nous permet, donc ça va être le point le plus haut de notre randonnée, ce qui nous permet quand même d'avoir une très très belle vue sur les Rwenzori aux alentours, puis quand même d'avoir eu l'ascension d'un petit sommet. Là, il y en a plusieurs dans la région, entre autres le Peak, etc. Bref, il y a plusieurs petits sommets, mais le Waistman Peak reste un des sommets les plus accessibles, mais il va ressembler peut-être un peu au Mérou en termes de technicalité. Donc, c'est de la roche, encore une fois, ça peut sembler être, ça peut être une journée un peu exigeante, là, c'est sûr, parce qu'on monte quand même en altitude. Puis bon, bah, dans ce type de terrain, ça peut parfois ajouter en exigence, mais en tout cas, belle récompense quand on est en haut. Alors, voilà, ça, c'était les photos dans. Oups, je suis déjà partie. Ok, donc bah, c'est ça. J'arrivais à la fin finalement du trek dans les Rwenzori. Donc on descend, ensuite c'est vraiment redescente, donc pas par le même chemin comme je vous l'avez vu, c'est vraiment une boucle. Au plus on redescend, au plus on va retrouver encore une fois cette forêt très dense. Donc c'est ça. On va vraiment avoir plusieurs écosystèmes tout au long de ce trek-là. Là. C'est vraiment ouais, assez unique. Ensuite, donc là j'étais à une, deux, trois. On arrive à notre troisième étape du voyage qui va être le parc de Queen Elizabeth, qui est un peu plus vers le sud. Puis là, on va vraiment traverser la ligne de l'équateur. Donc, il y a un petit arrêt vraiment symbolique sur le chemin pour traverser la ligne de l'équateur. Et on va aller on va retrouver un peu de confort là pour le coup. En passant, là, quand je vous parlais de refuge, c'est vraiment juste pour les Rwenzori. Le reste du voyage, on est dans des petits hôtels, petits lodges, ça reste quand même très confortable tout au long, là, donc pas d'inquiétude. C'est vraiment pendant le trek, là, sur les 9 jours, qu'on est en grande proximité avec les autres voyageurs, mais sinon, après, c'est chacun sa chambre. Donc, exemple de petits lodges dans lesquels on dort pour le Queen Elizabeth.
super confortable, très charmant. On est vraiment dans un parc qui nous permet d'aller voir on va aller faire une balade en bateau en fait sur le canal de Kazinga, qui nous permet vraiment d'aller voir une grande concentration d'hippopotames, vraiment gigantesques, là, bien plus que ce qu'on peut voir en Tanzanie ou même en Afrique du Sud. Donc, très belle région pour l'observation des hippos. Évidemment, on peut voir aussi d'autres grands animaux, des éléphants, bref, ça reste aussi un parc, qu'on va donc on fait la balade en bateau, mais on va aussi faire une sortie donc en jeep de façon un peu plus traditionnelle, pour le safari. Mais ce qui va nous laisser vraiment avoir 2 regards, pour les hippos, de les voir sur l'eau aussi depuis leur milieu, c'est aussi toute une autre expérience que de les voir depuis, la terre ferme. Puis, ensuite on parcourt le parc, du Queen Elizabeth qui est vraiment très beau, très intéressant et pour le coup, très, très contrasté que de tout ce qu'on aura fait ailleurs en Ouganda, il y a rien qui se compare. Et notre dernière étape va être donc le parc de Bwindi. On va aller, encore un petit peu plus vers le sud, pour aller à notre dernière étape, donc avec l'observation, des gorilles. Bwindi, c'est vraiment le petit village principal là pour aller observer les gorilles. En général, tout se passe à Bwindi. Il y a vraiment des petits cafés, bars, restaurants sympathiques. C'est vraiment, le village assez traditionnel. On peut vraiment faire de belles rencontres aussi en passant par ces villages-là. Là, ça permet vraiment de voir aussi, le je veux dire d'avoir un contact, un peu plus privilégié avec, les habitants à travers ces petits villages par lesquels on passe. Donc, voilà, exemple de petites scènes de vie qu'on peut croiser. Et on se prépare parce que ça va être la même chose que pour les chimpanzés. On va vraiment faire une marche d'approche. On peut rester juste 1 heure avec les gorilles. Donc c'est vraiment très peu. La marche d'approche peut être bien plus longue aussi. On rentre dans la forêt impénétrable de Bwindi. Rien que le nom, déjà, je trouve qu'il laisse tout un paquet de mystères en tout cas, vient vraiment laisser place à l'imaginaire énormément. Donc, on passe vraiment un peu les mêmes règles que pour les chimpanzés dont je vous expliquais tout au début. Il y a un ranger avec nous, évidemment. On va vraiment faire une marge d'approche. Puis c'est là qu'ils vont nous dire vraiment, OK, ils sont tout le temps en communication là, avec des walkie-talkies juste pour savoir, OK, il y a une famille, il y a un clan là-bas, ici et là. Bref, on sait à peu près où se situer, mais ça reste qu'il faut les trouver. Donc, et puis il n'y a pas de sentier là, on marche vraiment hors sentier. Donc encore une fois, il faut avoir bonne endurance, bonne adaptation, bonne capacité d'adaptation parce qu'on est vraiment dans une forêt là qui peut être extrêmement dense. Pas de sentier comme je disais, donc on évolue dans cet environnement-là. Il y a des très beaux oiseaux aussi là, il y a pas que les gorilles, donc ça peut vraiment, il y a vraiment plein de choses, encore une fois à observer. Puis quand on a la chance de pouvoir, voir des gorilles là, c'est vraiment ce qui vient vraiment mettre la touche finale à ce voyage parce que c'est assez extraordinaire. Là, on voyait un silverback, juste avant sur la photo, qui sont vraiment les gorilles, d'âge mature. Et ça reste aussi très codé, très réglementé. On a toujours une distance de sécurité avec eux, mais les gorilles ont une tendance à être peut-être un peu plus curieux. Donc, ça se pourrait que parfois on n'ait juste pas la possibilité d'être trop loin, distancé d'eux. Mais c'est ça, on a toutes les consignes de sécurité et puis le ranger avec nous pour bien nous expliquer comment vivre ce moment de la plus belle des façons. Donc voilà pour terminer le voyage en Ouganda et ces rencontres assez uniques. Comme je disais, au retour, on s'arrête dans le parc du Mburu pour reprendre la route. C'est quand même une longue route jusqu'à Entebbe à prendre en considération là, donc c'est une belle route. Au retour, on fait un petit arrêt dans le parc de Mburu pour un petit safari aussi qui vient compléter la fin de ce voyage. Donc pour tous les animaux, les amoureux des animaux, puis en même temps de la montagne, c'est vraiment un voyage idéal. Prochain départ en janvier 2026. Donc voilà, s'il y a des questions de l'intérêt, n'hésitez pas, ça me fera plaisir d'y répondre. Là, je vois qu'il y a une petite question. Alors, je regarde. Est-ce qu'il arrive que des serpents entrent dans les tentes, Tanzanie ou dans les lodges, Ouganda? Non, non. Tanzanie, on nous dit ça, il y a pas de serpents.
Après c'est sûr qu'on fait toujours en sorte de bien toujours laisser les tentes fermées, là, même quand on est sur le campement, on fait toujours attention. C'est plus pour les bestioles, là, il y a plus des moustiques qui peuvent, il peut y avoir des moustiques. Même chose en Ouganda, là, on fait attention, moustiques. En termes de vaccins, ça, c'est des questions plus de formalité, mais non, pas de serpents. On n'a pas d'inquiétude avec ça. Puis arrivé à une certaine altitude, là, on n'est pas vraiment embêtés non plus. Euh, c'est le moment, si jamais il y a d'autres questions avant de se quitter. Puis sinon, sinon n'hésitez pas à m'appeler au bureau ou à venir nous voir aussi. J'aime toujours discuter de ces itinéraires-là autour d'une carte, donc ça nous fera plaisir. Et puis, je laisse encore une ou deux secondes. Je vais juste arrêter mon petit partage pour ceux qui veulent. Et j'ai plus qu'à vous remercier alors. Merci pour votre présence et votre écoute ce soir, en espérant vous avoir donné le goût ou du moins avoir réussi à bien vous exprimer et démystifier ces deux grands voyages. Et voilà, merci, bonne soirée et au plaisir.